Nous venons de lancer au sein de la Faculté des Arts une nouvelle collection dédiée aux acteurs de cinéma. Notre équipe de recherche, l'ACRA, Approche contemporaine de la création, de la réflexion artistique, dirigée par Daniel Payot au sein de la Faculté des Arts, vient donc de consacrer une nouvelle série au sein de ses cahiers recherche, une série intitulée Études actorales, qui vient de publier 2 monographies d'acteurs dont l'approche est clairement stylistique, et théorique et analytique. Il s'agit donc de compléter les traditionnelles biographies d'acteurs par des études de jeu, des études de gestes. Les 2 premiers volumes sont consacrés à Leonardo DiCaprio et à Montgomery Clift, et l'approche est vraiment celle-ci, une approche analytique qui est basée notamment sur l'utilisation de captures d'écran pour pouvoir analyser au plus près la matière gestuelle des acteurs. Le premier ouvrage a été rédigé par Jacques Demange, il s'intitule Leonardo DiCaprio, un acteur américain. Comme son sous-titre l'indique, je cherchais en fait dans les films de DiCaprio et à l'intérieur de son jeu des spécificités qui me semblent être propres au jeu de l'acteur du cinéma américain. Mon étude commence en 2002 à partir de sa première collaboration avec Martin Scorsese pour Gangs of New York, tout simplement parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a semblé que DiCaprio commençait à concevoir sa filmographie comme une œuvre à part entière. C'est en effet à partir de 2002 qu'il commence à s'impliquer dans la production de ses films. 2 ans plus tard, en 2004, avec Aviator, son second film avec Scorsese, il va même commencer à superviser l'écriture de ses films en sous-main. Et c'est un acteur aussi qui développe un système de jeu original, singulier, qu'on retrouve de film en film, et qui en même temps synthétise différentes formes de jeu propres à l'acteur du cinéma américain. Alors c'est un acteur, DiCaprio, qui tient de la star classique, qui s'épanouit principalement dans le gros plan, et en même temps c'est un acteur qui va développer des techniques de jeu tout à fait singulières, propres à ce qu'on pourrait appeler une modernité actorale, dont Christophe d'ailleurs parle dans son ouvrage qu'il a consacré à Montgomery Clift. Oui, Montgomery Clift qui peut être considéré comme l'un des modèles de Leonardo DiCaprio, qui s'est souvent revendiqué de lui. Et le 2e volume, je l'ai consacré à Montgomery Clift, qui est donc sous-titré Le premier acteur moderne. Montgomery Clift peut être, selon moi, considéré dans le cadre du cinéma américain, pour DiCaprio, mais aussi pour bien d'autres, comme une véritable matrice, comme un véritable modèle, beaucoup moins connu que Marlon Brando ou James Dean, qui sont les grands acteurs des années 50, mais qui arrivent un petit peu après lui. Montgomery Clift, né dans l'histoire du cinéma en 1948 avec La Rivière rouge d'Howard Hawks, et c'est une véritable révélation à l'écran. Montgomery Clift transpose des techniques de jeu inspirées de l'approche stanislavskienne, des approches psychophysiologiques qui étaient modernes à l'époque, qui venaient rompre le classicisme, le geste conventionnel des acteurs classiques des années 30 et 40. Et en cette fin des années 40, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Clift importe au cinéma vraiment des techniques de jeu très très modernes, dont s'inspireront un petit peu plus tard donc Brando, Dean, Paul Newman dans les années 50, Rod Steiger, et puis ensuite plusieurs acteurs plus contemporains. Sur Clift, ce qui est assez intéressant également, c'est que Clift est un acteur avec 2 carrières, avec 2 visages. C'est un acteur qui, après une première carrière de jeune premier jusqu'au milieu des années 50, subit un accident de voiture qui le défigure. Et donc sa carrière est assez intéressante parce qu'elle est comme ça sous le signe de l'ambivalence, avec une première carrière où il est très beau, très jeune et il est une star de premier plan. Et puis une seconde carrière un petit peu plus en demi-teinte, avec des chefs-d'œuvre quand même dans la seconde partie de sa carrière. Les films qui tournent pour John Huston notamment, Les Désaxés ou Freud. Ou pour Mankiewicz ou pour d'autres, et avec dans ce 2e corps une personnalité déjà tourmentée, mais dans un corps vraiment mutilé, dans un corps fragilisé par les tourments de la vie, par l'alcoolisme, etc., qui induit au cinéma de nouveaux rôles un peu plus névrosés, un peu plus névrotiques. Et cet ouvrage s'attache, comme celui de Jacques, à vraiment étudier au plus près du geste, au plus près du regard,
de la posture, de la gestuelle, les compositions de personnages tourmentés qu'il a pu incarner avant son accident et aussi après son accident. Alors effectivement, on retrouve aussi chez DiCaprio cet attrait pour des personnages tourmentés, proches de la névrose. On peut penser à Howard Hughes dans Aviator, on peut aussi penser à son dernier rôle, son rôle de trappeur dans The Revenant, qui est en quête de vengeance tout du long du film. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Une importance conférée au regard, qu'on retrouve chez DiCaprio, comme chez Clift. Aussi, une nouvelle importance conférée au corps. Est-ce que ça, tu peux peut-être en dire un peu plus sur l'importance donnée au corps qu'on retrouve chez DiCaprio et qui est déjà là chez Clift, quoi? Alors, une des caractéristiques de la modernité actorale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement cet affichage et ce retour au corps au cinéma, là où le classicisme était plutôt consacré à une forme d'abstraction ou de glamour ou d'image plutôt abstraite. C'est un retour avec Clift, avec Brando et Dean essentiellement dans les années 50, et c'est cet héritage-là que DiCaprio reprend à son tour dans les années 2000 et déjà un petit peu dans les années 90. Un corps vraiment... la modernité, je pense, aux États-Unis est liée à une forme de naturalisme et donc le retour du corps organique, on pense bien sûr à Brando, à sa chair, à sa transpiration, et DiCaprio est tout à fait dans cette lignée-là. Et puis évidemment, on n'a pas encore parlé de ce concept de acteur-auteur, puisque l'idée aussi de cette collection, c'est de s'intéresser à des acteurs qu'on peut considérer comme des auteurs. Pourquoi est-ce qu'on peut les considérer comme des co-auteurs à part entière du film? Alors j'ai déjà dit pour DiCaprio, c'est quelqu'un qui s'implique dans la production, qui s'implique dans l'écriture de ses films, mais c'est aussi, tout comme Clift, des acteurs qui vont développer de film en film des systèmes de jeu qui leur sont particuliers et qu'on retrouve notamment avec le développement et la représentation de micro-gestes qui leur sont tout à fait propres. Par exemple, chez DiCaprio, ça va être l'utilisation de l'index dressé vers son interlocuteur. Je pense que tu as d'autres exemples pour Clift, de micro-gestes qui lui seraient tout à fait spécifiques. Absolument, il y a aussi l'utilisation de l'index, il y a certaines utilisations du regard, de certaines postures du corps. Cette question de l'acteur-auteur, né avec Clift aussi, Clift par contrat pouvait modifier les scénarios. Mais c'est vrai que la véritable... et ensuite DiCaprio sera un producteur, Clift n'a jamais été producteur, mais c'est vrai que la notion d'autorité, c'est au-delà de pouvoir intervenir sur le scénario, c'est vraiment d'influencer la mise en scène par son corps même, par sa persona. Et Clift, chez Kazan par exemple, dans Le Fleuve Sauvage, sa personnalité fragile, dans Le Fleuve Sauvage, il doit se confronter à un personnage de femme forte, et il amène toute sa fragilité avec lui, et il sert le scénario tout en le modifiant, et les véritables acteurs-auteurs imposent à différents metteurs en scène un certain style de jeu, une certaine manière de les filmer. Et même dans sa première partie de carrière, on voit que ce soit George Stevens, que ce soit même Hitchcock, que ce soit Zinman, ils le filment tous de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, son regard formidable est mis en scène, s'impose au cinéaste qui, je pense par exemple à Tant qu'il y aura des hommes de Zinman ou à Une place au soleil de George Stevens, c'est deux films qui commencent quasiment de la même manière, c'est deux cinéastes différents, parce que Clift a imposé une anatomie, a imposé un style de jeu qui en font un véritable co-auteur de la mise en scène, comme DiCaprio et Scorsese et bien d'autres. Tout à fait, c'est-à-dire que DiCaprio, c'est quelqu'un qui, sans forcément l'imposer, va influer sur la mise en scène de ses films en l'orientant plutôt vers des plans rapprochés et surtout des gros plans. C'est ce que je disais au début de ma présentation. Leonardo DiCaprio, c'est quelqu'un qui récupère à son compte cette valeur propre au gros plan du cinéma classique hollywoodien qui conférait une sorte d'idéalisation de la star classique. Mais DiCaprio va investir ce gros plan par l'utilisation très naturaliste des traits de son visage. Il tire au maximum les traits de son visage, c'est notamment sensible dans les séquences qui le montrent exploser de rage, où on ne va pas avoir des plans d'ensemble ou des plans moyens comme ça se fait d'habitude pour montrer le mouvement du corps, on va surtout montrer l'expression de son visage qui bouge en fait, qui est en mouvement. Merci Jacques. Alors ces deux premiers volumes lancent une nouvelle collection au sein de la Faculté des Arts de l'Université de Strasbourg qui a pour ambition
de renouveler un peu le regard qu'on peut avoir sur les acteurs et sur le cinéma, en essayant de renouveler le plaisir de l'analyse, le plaisir de la vision des films à partir de l'acteur, à partir de son geste et à partir de ce que ce collaborateur de création, qui parfois est véritablement un co-auteur du film, peut apporter au film. Donc voilà, essayer de changer le regard qu'on peut avoir sur le cinéma et sur les acteurs.